Aujourd'hui, vendredi 12 décembre, bienvenue sur TV Fil 78 pour ce nouveau journal de la rédaction. Aujourd'hui, dans l'actualité, l'État islamique qui poursuit sa progression en Irak. Les chrétiens contraints à l'exil. Une famille de 8 personnes vient d'être accueillie à Saint-Cyr-l'École. Nous sommes allés à leur rencontre. Les fêtes de fin d'année qui approchent, nous verrons comment se préparent les Français pour leur repas malgré la crise. Et puis nous parlerons aussi du marché de Noël de Voisins-le-Bretonneux avec notre invité, organisateur de l'événement. Et puis l'essentiel de la semaine, hausse des dons en faveur du Téléthon, 70e anniversaire des CRS célébré à Versailles et témoignage de la mère d'une victime de Mohamed Merah, aujourd'hui engagée contre l'extrémisme. Une information économique pour débuter, le groupe PSA Peugeot Citroën qui vient d'annoncer son intention d'investir 153 millions d'euros dans son usine de Poissy au cours des 2 prochaines années. Après l'annonce de la création d'une équipe de nuit sur le site de Renault-Flin fin novembre, c'est une deuxième bonne nouvelle pour le secteur de l'automobile dans les Yvelines, le premier département automobile de France avec 45 000 salariés et 150 entreprises. En Irak, la situation pour les chrétiens ne s'arrange toujours pas. Persécutés par l'État islamique, les pratiquants sont obligés de fuir le pays. Hier, jeudi, c'est une famille de 8 personnes originaires d'un village près de Mossoul qui a trouvé refuge dans la ville de Saint-Cyr-l'École. Un reportage de William L. C'est avec beaucoup d'émotion mais exténuée que cette famille irakienne de confession chrétienne a rejoint ce jeudi la mairie de Saint-Cyr-l'École. La ville s'était portée candidate pour recevoir des réfugiés et leur fournir ainsi un logement de 80 mètres carrés. Pour Bachar, père de 3 enfants, c'est une délivrance. Nous avons dû fuir par le nord et dormir à même le sol, dans des bâtiments sans porte ni fenêtres. C'est une amie de ma sœur qui habite Paris qui a réussi à faire les démarches au consulat français pour nous aider à nous réfugier en France. C'était l'enfer et aujourd'hui c'est le paradis. À Mossoul, tout le monde aimerait être à notre place. Ces 8 personnes étaient hébergées depuis novembre à Courbevoie dans un logement de 15 mètres carrés, une situation jugée insoutenable pour Anne-Claude Rançon, présidente de l'association Eleutéros pour le droit des chrétiens. Nous, on a été alertés par un problème de santé pour le bébé et il fallait aller agir en urgence. C'est pourquoi on a appelé SAMU. Donc il a fallu s'occuper d'abord du bébé, ensuite ramener la famille dans son lieu d'habitation et c'est comme ça que j'ai découvert la situation d'habitation difficile. En 48 heures, toutes les associations ont mis en œuvre les moyens nécessaires pour leur réserver un accueil des plus chaleureux. La Croix-Rouge, le Secours catholique, les Restos du Cœur, on a tout mobilisé pour être capable de les accueillir. Pour eux, on va mobiliser les services pour que d'abord ils apprennent rapidement le français et puis qu'ils s'intègrent dans notre pays et qu'on trouve du travail à ceux qui peuvent travailler. Après un arrêt à la mairie, la famille a pu rejoindre son nouveau logement. Dans les Yvelines, d'autres villes comme la Celle-Saint-Cloud ont également accueilli des réfugiés irakiens. L'invité de ce vendredi à présent, Michel Cyprien, référent événementiel du centre Alfred de Vigny à Voisins-le-Bretonneux. Bonjour et bienvenue. Ce week-end, nouvelle édition du marché de Noël, 10h, 18h au gymnase des Pyramides. On va en parler avec vous. Juste le temps aussi de présenter Egline Durupt. Bienvenue. Merci. Vous n'êtes pas associé au marché de Noël, mais vous avez aussi une actualité qui est liée à Voisins-le-Bretonneux. C'est cette rencontre de football dans le cadre de la Coupe de France des féminines. On va en parler dans un instant parce que vous avez 2 casquettes. C'est pour ça que vous êtes venu accompagner. On va garder ça pour la seconde partie de l'entretien. On va tout d'abord parler de ce marché de Noël à Voisins-le-Bretonneux. Combien d'exposants attendus, combien de visiteurs cette année? En exposant, on est limité à la taille du gymnase, donc c'est ou 96 ou 97 suivant les dispositions au niveau sécurité. Cette année, c'est 96. Donc, et en termes de visiteurs? Le nombre de visiteurs, on espère 10, 15 000. C'est fonction du temps. Donc la météo a l'air d'être à peu près bonne ce week-end par rapport à ce qu'on vient de vivre cette semaine. Donc voilà, on croise les doigts. S'il fait beau, les gens sortent. Ce qui fait du marché de Noël de Voisins-le-Bretonneux l'un des plus importants dans le département? Oui, nous sommes le deuxième des Yvelines en nombre d'exposants. Juste derrière vos voisins de l'agglomération, Montigny-le-Bretonneux. Voilà, qui s'est tenu la semaine dernière. Voilà. Justement, vous vous accordez sur les dates pour pas que ça se chevauche entre les différentes communes. Il y a de plus en plus de marchés de Noël. Donc, Voilà, le plus difficile, c'est de trouver des dates disponibles. Bon, en général, nous, traditionnellement, c'est le week-end avant les vacances de Noël. Donc, Montigny connaît nos dates et nous, on connaît les leurs. Donc, ils essayent de faire la semaine d'avant. Chacun fait de son côté. Voilà, en principe, ça se passe bien. C'est arrivé une année qu'on soit en même temps, mais a priori, ça n'a pas été préjudiciable ni à l'un ni à l'autre. Donc, il y a un potentiel client, je veux dire, qui est fidèle. Donc les gens apprécient ces marchés de Noël, ils sont effectivement assez nombreux à s'y rendre chaque année. L'idée, c'est à la fois de trouver des cadeaux, il y a des artisans qui sont présents, de trouver de quoi manger aussi. Comment vous faites un petit peu la sélection, l'équilibre
le mélange, comment ça se Voilà, passe? Quelle est la recette pour un bon marché de Noël? La recette, c'est d'essayer tous les ans de surprendre les visiteurs avec des choses nouvelles. C'est ça le plus difficile. Sachant qu'on est beaucoup sollicité pour les gens qui créent des bijoux, enfin tout un tas de créations en céramique, en porcelaine, etc. Et que nous avons un comité de sélection. Nous sommes 3 et on travaille sur dossier avec Pressbook, photos. Enfin bon, si on a des doutes, on appelle les gens, etc. C'est un vrai examen de passage pour les artisans qui sont présents. Tout à fait, et on essaye de limiter par catégorie. Bon, bijoux, on essaye qu'il y en ait 10, 11, 12 maximum. Après, il y a les articles en textile. Enfin, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont un esprit créatif et qui fabriquent des choses nouvelles tous les ans et qui nous étonnent même des fois. Les exposants viennent de la France entière, même au-delà? Oui, tout à fait. Le dernier exposant qu'on a eu suite à un désistement, là, c'est quelqu'un qui habite à Voisin, qui s'est déclaré auto-entrepreneur cette année, et qui est quelqu'un du Sud et qui vante les produits du Sud, quoi. On trouve ça super sympa, quoi, je veux dire. Donc, et il y a une rotation entre les différents artisans qui viennent, justement. Vous voilà. veillez à ce que chaque année, il y ait un peu de renouvellement. C'est ça le plus difficile, c'est d'envoyer une lettre à des gens qui sont venus une fois, 2 fois, leur expliquer que pour cette année, on ne va pas les prendre. Pour les raisons que je vous expliquais en début de l'interview, c'est qu'on essaye de renouveler à 30-40% tous les ans, ce qui n'est pas le plus facile. Les seuls qui sont vraiment fidèles, je dirais, c'est les viticulteurs, les producteurs. Et là, est-ce que vous testez? C'est uniquement sur Book ou est-ce que vous faites le déplacement ou est-ce qu'ils viennent vous faire tester les produits aussi? Disons que là, quand on a des nouveaux, c'est 1, voire 2. Et on essaye, ça c'est un petit peu notre déontologie, de ne pas faire de concurrence. Si on a un Bordelais, bon, on a la chance, le Bordelais est très très vaste. Il y a les Médocs, il y a les crus bourgeois, etc. On essaye de voir 1 ou 2 Bordeaux, mais pas plus. Bourgogne, il n'y en a qu'un. Champagne. de Vigny, vous êtes plutôt bien guidé, j'imagine, avec centre d'œnologie qui a été distingué dans les derniers championnats. Voilà, avec Pascal Piednoir qui a gagné la Coupe de France avec ses équipes. Qui doit vous conseiller tout de même sur les oui, beaucoup, mais là c'est lui qui fait la sélection. Un viticulteur, là, Ça c'est pour la partie viticulteur. Voilà. Il y a un coup de cœur cette année, un exposant particulier? C'est difficile pour les autres, mais il y a quelque chose qui va on a un souffleur de verre cette année, donc il fait des choses vraiment de qualité. On n'en a pas tous les ans, donc on est content. On est content de l'avoir. Il y a une forte demande, vous disiez, les exposants qui veulent venir. Juste, ça coûte cher un emplacement pour s'installer? Non, je peux dire le prix, il n'y a pas de honte. C'est 43 € le mètre linéaire pour le week-end. Et les exposants s'y retrouvent en général assez bien? La moyenne, c'est 3 mètres. La surface est environ 300 mètres. On a 96 exposants. Oui, ça fait une moyenne de 3 mètres linéaires au sol à peu près par exposant. Aujourd'hui, la situation économique est plutôt compliquée. On le voit, les gens font les courses même en avance par rapport à Noël. Vous ne craignez pas pour le marché de Noël cette année? Non, parce que les gens sont fidèles et l'attendent même. Et viennent par curiosité parce qu'ils savent qu'on renouvelle à 30, 35, 40% les exposants. Ils viennent voir qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau cette année, quoi. Et puis en plus, ils pourront aller voir du football. Aussi, il va y avoir un match dans un instant. Alors on va en parler, ce sera juste après ce micro-trottoir. Qu'attendez-vous d'un marché de Noël, justement? Vos réponses. Un peu de tout. La déco, tout déjà, et puis des trucs du terroir, tout ça, quoi. À manger, surtout. Tout ce qu'il y a de bon à manger, des bonnes choses, et puis une bonne ambiance, une bonne décoration. Tout ce qui est artisanal surtout. Du jambon de Noël. Ouais. Du jambon de Noël. J'y vais pas. Parce que je connais celui de Strasbourg et je trouve que tous les marchés qui en découlent sont de pâles imitations. Des nouveautés déjà, pas toujours la même chose. Du vin chaud. Ça va nous réchauffer un peu pour le petit courant d'air qu'on trouve actuellement. Le vin chaud, il y en aura. Oui, et on a surtout un bar à soupe qui fait vraiment un bon carton tous les ans. Il n'y en a jamais assez. Ça a consommé sans modération, donc c'est très bien, vous pouvez le dire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je le disais juste avant le micro-trottoir, il y aura du football également parce que parallèlement, le dimanche, sur le terrain juste à côté du gymnase des Pyramides où se déroule le marché de Noël, il y aura cette rencontre de football féminin du Voisin Football Club. Vous en occupez également. C'est un club tout récent. Hein. Voilà, on s'est créé le 1er septembre 2013. Donc on est parti en bas de l'échelle avec des filles qu'on connaissait parce que nous avons sévi avec le coach actuel qui est Wilfried Desroches. Je voudrais vraiment le citer. Moi, je suis dirigeant, je suis un peu le DRH, je dirais, du groupe. Et nous avons été entraîneurs dans une autre équipe. Et on est parti pour des raisons personnelles, quoi. Et quand on a voulu créer cette équipe de football à Voisin, le président était vraiment fan, Stéphane Légrier, qui est le président, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais bon, là, je voulais le citer aussi. Son grand rêve, c'était créer une équipe féminine. Donc les filles, sachant qu'on voulait faire ça à Voisin, nous ont pratiquement toutes rejoints.
Ah, justement, quelle était votre motivation, vous, Eglin, pour arriver sur ce club de voisins le Bretonneux, quand une équipe toute jeune se crée comme ça? Moi, donc, j'étais partie du club avant où étaient Michel et Wilfried pour aller jouer dans un autre club. Et les filles m'ont parlé justement de la motivation de Wilfried et de Michel de monter une équipe féminine. Et donc, comme j'avais bien aimé jouer à leur côté, je les ai suivis à voisins le Bretonneux. Est-ce que les résultats suivent? Oui, parce qu'en une année, vous avez déjà connu une montée. Tout à fait. On est monté dès la première année, cette année en PH, où on joue encore contre notre concurrent Poissy direct. Cette année pour la montée en DHR c'est au bout l'objectif de l'année. cette année? De monter en 2 ans, c'était l'objectif? C'était l'objectif. Et qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien? C'est quoi? C'est l'émulation de la création, de la jeunesse de cette équipe? Tout d'abord, oui, la jeunesse de notre équipe. Je pense que les coachs aussi nous poussent pas mal et nous connaissent aussi pas mal dans nos qualités, nos défauts de chacune. Et puis c'est vrai qu'on a une très bonne cohésion d'équipe au sein du Voisin Football Club. Je rappelle, je n'ai pas précisé votre poste, vous êtes milieu défensif pour cette équipe. Tout à fait. Et capitaine également. Oui, ça, vous êtes capitaine également. Voilà, que je ne fasse pas d'erreur sur les postes de chacune, même si c'est une équipe où tout se passe bien, on ne va pas faire de mauvaises ententes ce soir quand même. Il y a une section féminine qui est lancée à Voisins le Bretonneux. Elle évolue en championnat, elle évolue aussi en Coupe de France. Il y aura un match donc ce week-end, on le disait, ce sera Bourges pour le compte du 4e tour fédéral, c'est ça? Tout à fait. 14h30. C'est un match qui sera difficile, 2 divisions au-dessus pour Bourges. 2 divisions au-dessus de nous. Et comment on aborde une telle rencontre? Pour nous, certes, ça sera un match difficile, qu'on a essayé de pas mal préparer quand même. Après, je pense que notre force, c'est notre collectif et notre entente, notre solidarité surtout. C'est le type de match qu'on aime bien faire, où on est souvent solide et solidaire et où souvent les résultats suivent derrière. Et il y a un enjeu derrière. Si vous passez ce tour-là, ce sera ensuite à un niveau national, parce que là, ça reste pour l'instant fédéral. Non, c'est le tour national. C'est déjà le tour national. Premier tour national, oui. C'est le premier tour national. C'était l'objectif qui avait été fixé ou c'est que du bonus là Pour nous, la Coupe de France, c'est le bonus. On était surtout basé sur le championnat et sur la montée cette année. Après, pour nous, c'est une grande première de pouvoir être en tour fédéral, donc national. Donc on espère... Pourquoi pas le continuer avec la rentrée des D1 au prochain tour. Vous n'avez pas peur de perdre trop de force avec ce match de coupe par rapport au championnat? Non, puisque après c'est la trêve. Donc du coup on aura le temps de se reposer et de reprendre notre activité début janvier et de se repencher directement sur le championnat. Que vous habitiez voisin ou non, il faut venir soutenir cette équipe. Il y a le marché de Noël et puis juste à côté la rencontre dimanche. Un mot pour conclure, pour venir encourager votre équipe? Pour conclure, moi je suis partagé en 2 ce week-end. Mais bon, samedi je serai plus sur le marché, dimanche plus avec les filles, voilà. C'est sûr. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour le journal de ce vendredi. On va revenir sur Noël à présent avec cette étude européenne qui évoque pour cette année une réduction de budget pour les ménages français. 518 €, c'est ce que nous dépensons en moyenne. C'est 4,5% de moins que l'année dernière. Sorties, loisirs, cadeaux sont impactés, mais aussi nourriture. Comment réagissent les professionnels? Élément de réponse à Voisins le Bretonneux, justement. Autrefois préservé des aléas, le budget des Français pour le repas du réveillon de Noël est en régression. Différents sondages estiment la dépense moyenne par personne à 168 €. C'est 3% de moins que l'an passé. Alors, dans les petits commerces, on mise sur la diversité des produits pour séduire les clients, comme ce boucher à Voisins le Bretonneux qui n'a pas que le traditionnel chapon sur son étal. On a toujours la dinde fermière, les poulardes, la pintade de chaponnet qui est un petit peu moins connue. Et puis l'oie et le gibier. C'est un chiffre d'affaires quand même qui est normalement multiplié par 2, donc par rapport à un mois normal. Là. Donc il ne faut pas se louper. Ce commerce vient d'ouvrir ses portes en septembre dernier. Impossible d'estimer les recettes, mais signe encourageant, les commandes commencent déjà à arriver. Je sais très bien que ça va arriver beaucoup ce week-end, parce que les gens privilégient d'abord les cadeaux de Noël. On va faire très classique, foie gras, des huîtres, probablement soit un canard, enfin une canette ou quelque chose avec aux 3 fruits, il y aura des pommes. Et vous avez déjà commencé à passer commande, tout ça ou... Pas encore. Pas encore? Non, pas encore. Avant d'acheter, les clients font donc du repérage. C'est le cas également dans cette poissonnerie située quelques mètres plus loin. Les gens ils font des petits tests, donc ils viennent, ils prennent un petit plateau. Ils font des petits panachés avec les huîtres, les crevettes, ils essayent pour voir lesquels ils aiment, lesquels ils n'aiment pas, pour pouvoir faire leur choix pour Noël, pour faire un beau plateau et puis régaler leurs convives.
4 Français sur 10 auraient déjà testé leur repas de Noël, histoire, malgré la crise, de ne surtout pas rater ce rendez-vous. Et si vous manquez d'idées, pourquoi ne pas faire dans l'originalité? Ça va être tout simple. Cassoulet. Le fameux cassoulet de Noël. Dans l'actualité également, ils étaient réunis hier à la soufflerie de Montigny-le-Bretonneux. L'équipe de France de cyclisme sur piste et le président de la FFC, David Lapartien, ont inauguré hier un tout nouvel équipement pour améliorer leur performance. Il s'agit d'un banc aérocycle. L'outil va leur permettre de travailler l'aérodynamique à 2 pas du tout nouveau vélodrome, des conditions optimum. On a attendu ça depuis pas mal d'années. Moi, ça fait au moins 10 ans que j'attends ça. Donc maintenant, d'avoir ça juste auprès du vélodrome, à 2 km de notre lieu d'entraînement, c'est parfait. On ne perd pas de temps dans les transports et puis on peut être tout de suite en contact avec les ingénieurs. Donc c'est parfait. Dans un instant, l'essentiel de la semaine, mais tout d'abord, elles peuvent rapidement nous empoisonner la vie. Ce sont les fuites d'eau. La Lyonnaise des Eaux vient de lancer l'Aqua 360, une sorte de tour de contrôle des systèmes d'approvisionnement de l'eau pour vérifier en temps réel que l'eau circule normalement. L'application est actuellement en phase de test, comme a pu le constater notre équipe sur place à l'usine de production d'eau potable de Louvciennes qui dessert une partie des communes de Saint-Quentin en Yvelines. Tout d'abord, ça sert à avoir une vision comme son ligne 360, donc panoramique sur l'ensemble du système, de la ressource jusqu'au robinet des usagers, en passant par l'usine. Pour l'instant, il est en test, et donc la démonstration le montre. Maintenant, il va être mis entre les mains des exploitants, probablement au premier trimestre 2015. Seconde partie de ce journal et on passe comme chaque vendredi à l'essentiel de la semaine. Et un très bon bilan pour le Téléthon. L'édition 2014 permet de renouer avec une hausse des dons. Plus de 82 millions d'euros de promesses enregistrées au niveau national. Une somme à laquelle il faudra ajouter l'argent collecté sur le terrain par les bénévoles. Et là aussi, tout s'est bien passé comme nous l'expliquait lundi le coordinateur départemental des Yvelines. On s'attendait un petit peu à quelque chose de similaire, une très bonne mobilisation. Mais à ce point, non, on est assez surpris quand même, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de nouvelles manifestations, mais on ne s'attendait pas à une mobilisation sur le terrain aussi importante. Donc la mobilisation du terrain veut dire très grande mobilisation, que le compteur sera au-dessus de l'année dernière. Et puis un autre chiffre est venu lundi de Coignères, 97,90. C'est le pourcentage d'habitants qui s'opposent à un élargissement de leur communauté de communes. La mairie a mené un référendum face au projet de l'État de créer des super agglomérations. Le maire de Coignères qui s'oppose fermement à un retour au sein de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qu'il avait quitté lors de l'émergence des villes nouvelles. Dans l'actualité, cette semaine également, le 70e anniversaire de la Compagnie républicaine de sécurité, les CRS. Lundi, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a fait le déplacement à Versailles. Mélanie Poquet, Patrick-Jacques de Dixmude ont assisté à la cérémonie. Uniformes impeccables, garde à vous et un sigle. CRS, pour Compagnie républicaine de sécurité. Créée il y a tout juste 70 ans, le 8 décembre 1944, par le général de Gaulle. Et c'est le château de Versailles qui a été choisi pour célébrer cet anniversaire, un cadre qui ne doit rien au hasard. C'est à Versailles, en effet, que la République accueille ses hôtes de marque. C'est donc, mesdames, messieurs, à bon droit, que les CRS reçurent ici même leur drapeau en 1953. Nageurs sauveteurs, compagnie autoroutière ou encore section de montagne, les CRS sont spécialisés dans le maintien de l'ordre. Le ministre a ainsi profité de son discours pour interpeller les forces de l'ordre avec, dans sa ligne de mire, la mort de Rémi Fraisse, militant contre le barrage de Sivens dans le Tarn. Je vous demande donc de participer pleinement à la réflexion sur l'emploi de la force que j'ai voulu engager à la suite du drame de Sivens. Je vous encourage à poursuivre dans l'effort de modernisation, à vous doter des équipements et des matériels spécialisés les mieux adaptés pour bénéficier d'une vision d'ensemble des lieux au cours des opérations de maintien de l'ordre les plus délicates et également pour mieux vous protéger. Le ministre a ainsi annoncé un renforcement dans les rangs des CRS après la suppression de 2600 postes en 2012. Ainsi, je veux vous annoncer que
92 jeunes gardiens de la paix vont rejoindre vos rangs ce mois de décembre et vos unités seront à nouveau dotées d'agents supplémentaires en 2015. J'en prends devant vous l'engagement. Civils et non militaires, les CRS sont rassemblés en plus de 60 compagnies en France. Dans les Yvelines, la compagnie se situe à Vélizy. Justice morte, c'était le mot d'ordre de toute une profession mercredi. 156 barreaux de France et d'outre-mer ont défilé avec les autres professions juridiques réglementées sur Paris pour dénoncer le projet de loi Macron. 50 000 professionnels du droit unis. Et pour nous expliquer cette situation, le bâtonnier de Versailles, Frédéric Landon, extrait d'une interview à retrouver en intégralité sur notre site internet dès à présent. C'est pas qu'on soit au point mort, c'est qu'on est en totale opposition avec le projet Macron, dont nous ne connaissons pas précisément le contenu. Il va y avoir une mobilisation fantastique demain, puisque pour le barreau de Versailles, environ 200 avocats vont partir à Paris pour manifester avec l'ensemble de leurs confrères de France, plus les autres professions juridiques. Il faut que concernant la profession d'avocat, le gouvernement renonce. On n'est pas opposé à une éventuelle évolution, mais je vous rappelle que la profession d'avocat est une profession libérale qui est totalement ouverte à la concurrence, donc on nous fait un faux procès. Donc on peut discuter, mais il faut que le gouvernement en ait la volonté, non pas de vouloir passer en force, mais en réalité ce projet de loi est un alibi du gouvernement pour répondre aux critiques certes justifiées de la Commission européenne. Mardi soir, la mère du premier militaire tué par Mohamed Merah à Toulouse, Latifa Ibn Ziaten, était présente à l'université Interage pour échanger autour de cette thématique « Vivre ensemble à l'heure des conflits, acceptons nos différences en confortant le lien social ». Elle est l'auteure de « Mort pour la France ». Elle a engagé maintenant un combat contre l'extrémisme après la disparition de son fils. Yolène Torres l'a rencontré. On ne peut pas pardonner quelqu'un qui prend la vie de votre propre fils. Mais j'ai pardonné la vie qu'il avait, parce qu'il n'avait pas d'une famille pour l'éduquer, il n'avait pas un bon entourage. C'était un jeune qui était livré à lui-même, qu'il était un délinquant, qu'il a fait de prison, qu'il était livré à lui-même. Il n'avait pas trouvé, je pense, de l'aide. De l'aide, de l'écoute, une main tendue, c'est ce qu'apporte Latifa Ben Ziaten aux jeunes tentés par le terrorisme. Depuis le drame qui a touché son fils, mort sous les balles de Mohamed Merah en mars 2012, elle mène un combat contre les dérives extrémistes. Une association, Imad Ben Ziaten pour la jeunesse et pour la paix, et un livre, Mort pour la France. Hier soir à Versailles, elle est venue témoigner. La plupart des jeunes qui sont partis, c'est des enfants qui sont fragiles, très fragiles, qui manquent d'éducation, qui manquent une autorité, un encadrement familial. Mais j'ai jamais rencontré un enfant qui est bien réussi et qui est bien élevé et qui va partir en djihad. Je ne pense pas. Ces jeunes, c'est l'ignorance. Ils ne connaissent pas leur identité. Les convertis à l'islam qui ne connaissent rien dans l'islam, que leurs parents ils souffrent. Il y a beaucoup de choses comme ça que je côtoie tous les jours. Des parents qui appellent au secours. À ses parents, elle leur demande d'essayer d'être plus proches de leur enfant, de leur donner de l'amour pour éviter d'autres Mohamed Merah. Ce n'est pas l'État qui va nous éduquer nos enfants. Ce n'est pas la rue qui va éduquer nos enfants. Ce n'est pas l'école non plus. L'école, elle est là pour faire l'avenir à nos enfants. On apprend l'éducation à l'école, une partie. Mais la grande partie, c'est les parents qui sont responsables. À l'initiative du groupe interreligieux pour la paix des Yvelines, la conférence était intitulée « Vivre ensemble à l'heure des conflits ». Samuel Sandler, chénésien dont le fils et les deux petits-enfants ont aussi été assassinés par Mohamed Merah, était dans la salle pour soutenir le témoignage. S'il fait confiance aux politiques quant aux mesures à prendre pour éviter d'autres drames, il craint ce phénomène des jeunes endoctrinés qui partent faire le djihad en Syrie. C'est le même processus qu'ont fait les nazis pendant la guerre. Donc c'était la propagande nazie et ensuite on a vu où ça menait. Malheureusement, je crois que c'est pire que les nazis parce qu'eux sont fiers de leurs actes. Les nazis se cachaient. Latifa Ben Ziaten ne s'arrête pas là. Vendredi, elle sera devant les collégiens de l'établissement Le Corbusier à Poissy pour échanger avec eux. Tout de suite sur TV Fil, le 7-8 week-end, vos idées loisirs sorties pour les prochains jours. Lundi pour le journal à 18h, vous retrouverez Catherine Sulato. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès samedi pour Café Politique, nouveau numéro avec Bertrand Houillon, maire socialiste de Manille-et-Hameaux. Il a grandi dans cette ville avant d'en prendre la tête pour la première fois en 2012, puis d'être élu en 2014. Son parcours, mais aussi ses projets. Manille-et-Hameaux, une ville à la campagne qui doit répondre entre autres aux enjeux de l'urbanisme. N'oubliez pas aussi notre site internet pour revoir toutes nos émissions grâce au replay, tous les reportages également. Et puis, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Excellent week-end.
Merci.